Imaginez un peu le scénario. Un ancien chef d'État qui avait trouvé refuge dans un pays voisin est finalement renvoyé chez lui pour faire face à la justice. C'est vraiment tout le cœur de l'affaire Damiba. Un événement diplomatique et juridique majeur qui est en train de redéfinir la coopération entre le Togo et le Burkina Faso. Alors, on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé. Voilà, le fait. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui a vraiment tout d'un thriller politico-judiciaire. Oui, tout à fait, c'est le mot juste. Imaginez un peu le tableau. Un ancien chef d'État, réfugié dans un pays voisin. Il pense être à l'abri. Et là, en l'espace de même pas 100 heures, tout bascule. C'est ça, la chronologie est folle. Le 12 janvier 2026, une requête arrive à Lomé. Le 16, il est arrêté. Le 17, il est déjà dans un avion, renvoyé dans son pays. Alors la question c'est, comment on passe de l'asile à l'extradition en 4 jours chrono? Eh bien, toute la clé, ou en tout cas la version officielle, se trouve dans un document assez fascinant. C'est le communiqué du gouvernement togolais sur la remise de Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Et ce communiqué, on va le voir, c'est pas juste un bout de papier administratif. Ah non, loin de là. C'est de l'orfèvrerie diplomatique. Chaque mot est pesé, chaque virgule est calculée pour, en fait, construire un récit qui se veut inattaquable. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de démonter cette mécanique. On va suivre le fil de ce communiqué pour comprendre pas seulement ce qui s'est passé, mais surtout comment le Togo a justifié une décision aussi spectaculaire. Exactement. Alors, allons-y. Comment est-ce que tout ça démarre? Ça commence par une première étape qui est déjà un coup de maître stratégique. Le communiqué nous dit que le 12 janvier, le Togo reçoit une requête officielle d'extradition. Mais il précise bien des autorités judiciaires burkinabées. Ah, le mot judiciaire est important. Il est capital. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice. Ce n'est pas une demande politique d'un président à un autre, c'est un juge qui parle à un autre juge. Et ça change absolument tout, ça dépolitise l'affaire dès le départ. Mais ce qui est encore plus fort, je trouve, c'est la nature des accusations. On n'est pas sur de la haute trahison, Non, pas du tout. des motifs très politiques. Non, la liste est beaucoup plus terre-à-terre en fait. Oui, on parle de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchissement des capitaux. C'est presque un dossier de criminalité en col blanc. C'est exactement ça. C'est la tactique du crime sans frontières. On ne l'accuse pas d'avoir été un mauvais président, ce qui est politique et donc discutable. On l'accuse d'être un voleur. Et ça, toutes les justices du monde comprennent ce langage. Voilà. C'est un levier redoutable. C'est presque impossible de se défendre en criant au complot politique face à ça. Les conventions internationales sur l'extradition, elles prévoient des exceptions pour les crimes politiques. Mais pour les crimes financiers de droit commun, jamais. Ce qui est fou, c'est que ça transforme un drame politique en un simple problème de comptabilité. C'est plus difficile de mobiliser l'opinion pour un expert comptable verru que pour un leader politique persécuté. C'est ça. Les Burkinabés ont fourni au Togo l'argument juridique parfait, sur un plateau d'argent. Ils n'ont pas demandé un service, ils ont activé un mécanisme de coopération judiciaire. Du coup, la question pour le Togo, ce n'est plus « allez-vous nous livrer un opposant », mais « allez-vous nous aider à lutter contre l'impunité ». Refuser devenait très compliqué. Très compliqué, oui. La base de l'opération est posée et elle est solide. D'accord. Donc la requête arrive le 12 janvier avec les bons arguments et c'est là que tout s'emballe. On passe d'un dossier qui aurait pu traîner des mois à une vraie course contre la montre. Le communiqué dit qu'après un examen de sa régularité, 4 jours plus tard, le 16 janvier, Damiba est menotté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 96 heures G? Ces 96 heures, c'est vraiment le cœur du réacteur. Le 16 janvier, il est interpellé et le texte insiste beaucoup là-dessus, en exécution d'un mandat d'arrêt émis dans le cadre de la procédure d'extradition. Chaque mot est un bouclier juridique. Exactement. Ce n'est pas une arrestation arbitraire, c'est la suite logique de la requête. Attendez, mais c'est la suite qui est hallucinante. Le texte dit que le dossier est transmis à la cour d'appel de Lomé et qu'une audience publique se tient le jour même de l'arrestation. Le 16 janvier. Oui, le jour même. Normalement, ça prend des semaines, non? Comment c'est possible d'organiser ça en quelques heures? C'est une excellente question. Et la rapidité, ici, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est un élément central de la stratégie. C'est voulu? Ah oui, c'est totalement voulu. D'un point de vue procédural, si tout le monde est prêt, rien ne l'interdit. Mais politiquement, l'intérêt est immense. En agissant à la vitesse de l'éclair, on prend tout le monde de court. On évite les protestations, les campagnes médiatiques. Voilà, on coupe l'herbe sous le pied à toute contestation. On crée un fait accompli.
La vitesse, ça montre une forme d'efficacité judiciaire tout en neutralisant l'opposition. Et le fait que l'audience soit publique? Encore un coup de génie en communication. Ça contre l'idée d'une décision prise en secret dans le bureau d'un ministre. En théorie, n'importe qui pouvait assister. Le Togo construit méticuleusement cette image de transparence. Et à la fin de cette audience express, la Cour rend un avis favorable à l'extradition. Le message est clair. On a une demande légale. Notre justice indépendante l'a validée. On ne fait qu'appliquer la loi. C'est une véritable forteresse juridique qu'ils construisent autour de la décision. D'accord. La justice togolaise donne son feu vert à une vitesse supersonique. On pourrait se dire que l'affaire est pliée. Mais non, c'est là que le gouvernement togolais ajoute sa propre condition. Absolument. Et c'est peut-être la partie la plus subtile du communiqué. L'avis de la Cour, ça reste un avis. La décision finale, c'est un acte du pouvoir exécutif. Et c'est là que le Togo se couvre sur la scène internationale. Avant de signer, il l'exige et il obtient des garanties formelles du Burkina Faso. Et elles sont listées noir sur blanc. Le respect de l'intégrité physique et morale de Damiba, Oui, la garantie d'un procès équitable et, point crucial, l'exclusion de toute peine de mort. C'est en quelque sorte la clause de bonne conscience de la diplomatie. Le Togo dit « on vous le remet, mais attention, si vous ne respectez pas ces standards de droit international, c'est votre réputation et la nôtre aussi qui est en jeu ». C'est un équilibre entre le devoir de coopérer contre l'impunité et l'obligation de protéger les droits fondamentaux de la personne qui est sous sa juridiction. C'est un classique du droit de l'extradition. Mais est-ce que ce genre de garantie formelle, ça a un poids réel? Ou c'est juste de la façade diplomatique pour se donner bonne conscience? C'est plus que de la façade, c'est un engagement d'État à État. Si le Burkina Faso ne les respectait pas, ce serait un affront diplomatique majeur. Et en rendant ces garanties publiques dans le communiqué, le Togo prend la communauté internationale à témoin. C'est une sorte de police d'assurance réputationnelle. C'est une excellente formule, oui. C'est exactement ça. Le tableau est donc complet. Requête inattaquable, procédure judiciaire express, mais en apparence irréprochable, et garantie diplomatique. La boucle est bouclée. Le communiqué annonce donc que Damiba a été remis aux autorités le 17 janvier. Mais alors, comment le Togo résume tout ça? Quelle est la morale de l'histoire, selon eux? À la fin du communiqué, c'est une masterclass de justification. Le gouvernement articule sa décision autour de 4 piliers. C'est une armure argumentaire. Alors, voyons ces piliers. Le premier, c'est la coopération judiciaire entre États. Ça, c'est le message envoyé aux voisins à la CEDEAO. Le Togo se positionne en bon élève, en partenaire fiable. Le deuxième, L'attachement du Togo à l'état de droit. c'est le point central, j'ai l'impression. Oui, c'est la réponse à ceux qui crieraient au deal politique. Lomé martèle, non, tout a suivi une procédure légale validée par nos tribunaux. C'est le bouclier de la légalité. Ensuite, la lutte contre l'impunité. C'est un argument moralement très fort et très porteur sur la scène internationale. Le message, c'est un peu l'époque où les anciens dirigeants pillaient leur pays pour se la couler douce et révolue. Et enfin, le quatrième pilier, qui découle des garanties, le respect des droits fondamentaux. Et voilà la parade à toute critique des ONG ou des défenseurs des droits humains. Nous avons coopéré, oui, mais pas à n'importe quel prix. Chaque pilier est une brique dans la forteresse de légitimité qu'ils ont construite. Mais est-ce que cette justification n'est pas un peu trop parfaite? On a l'impression d'un scénario écrit d'avance. La décision politique a peut-être été prise dès le 12 janvier, et tout le reste n'était qu'une mise en scène juridique pour habiller cette décision. Vous mettez le doigt sur la question que le communiqué par nature ne peut pas aborder. La version officielle, c'est celle d'une mécanique judiciaire indépendante. La lecture plus, disons, réaliste, c'est celle d'une volonté politique qui a utilisé les outils du droit de la manière la plus efficace possible. Une convergence d'intérêts peut-être? Probablement. Entre un exécutif togolais qui ne voulait plus de cet invité encombrant et un appareil judiciaire qui a appliqué les textes, mais avec une célérité, disons, remarquable. Donc si on résume ce que ce document nous raconte, on a l'histoire officielle d'une extradition express, mais juridiquement blindée, une demande en bonne et due forme, une validation judiciaire éclair et une remise conditionnée par des garanties. C'est un cas d'école de realpolitik légaliste. Le document détaille le comment, avec une précision clinique, pour rendre la décision inattaquable sur le plan formel. Il répond à la question « Comment avons-nous fait les choses dans les règles ?» Mais comme souvent, l'essentiel se joue peut-être en coulisses. Et c'est la pensée qu'il faut garder à l'esprit. Ce communiqué est une photographie impeccable de la procédure. Mais il ne dit rien du paysage.
Il ne parle pas des pressions diplomatiques, des enjeux sécuritaires, des relations complexes dans la région. Alors la question qui reste, c'est, au-delà de la coopération judiciaire, quel est le message politique ? Il pourrait être double. D'une part, un message aux autres dirigeants. Le Togo n'est plus forcément une terre d'asile garantie, surtout si vous êtes recherché pour des crimes financiers. La règle du jeu a changé. Peut-être. Et d'autre part, ça soulève une question plus large sur l'équilibre entre la justice et la stabilité. Parfois, offrir l'exil à un dirigeant, c'est un moyen d'éviter un bain de sang. Si cette porte de sortie se referme, est-ce que les prochains ne seront pas tentés de s'accrocher au pouvoir jusqu'au bout, avec toutes les conséquences tragiques que ça implique ? Le communiqué nous donne la réponse juridique. L'histoire, elle, nous donnera la réponse politique.